À l'ère de l'IA, faire des études ne sert à rien. Faux. La connaissance semble plus accessible, mais ça veut dire que la rigueur, l'esprit critique, la méthodologie, ce sont des sujets qui demandent effectivement une maturation et un travail par les académiques. Si nos frais de scolarité ont progressé, c'est que nous avons aussi fait progresser la qualité de nos formations et que la qualité de nos formations exige un certain nombre d'investissements et de moyens. Donc ce n'est pas tant les frais de scolarité qu'il faut regarder, c'est à quoi ils servent. Notre environnement, pour plein de raisons, a l'air de nous faire croire que les classements ou les accréditations, c'est une fin en soi. L'excellence, ça a un prix. Ça a un investissement, donc vous ne pouvez pas vous autoproclamer excellent au nom de je ne sais quelle chose. On se sent utile parce qu'on va contribuer à la fabrication de destinées, de rencontres. Moi, mon rôle fondamental, c'est d'être un incubateur de talents. Véritable voyage pédagogique. Ce voyage pédagogique va nous permettre, à travers un certain nombre de boussoles, de vous accompagner dans le développement à la fois de votre personnalité, de votre sensibilité et de vos intelligences, c'est-à-dire cette capacité demain à vous réinventer tout au long, évidemment, de votre parcours à l'école, mais également de votre parcours professionnel. Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Pleine Grandes Écoles. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Big Boss École. Je suis accompagné de Tamim, qui est directeur général d'Excelia Business School. On va revenir sur son parcours, retracer la trajectoire ascendante d'Excelia Business School et en savoir un petit peu plus sur sa façon de manager cette école. Bonjour Tamim, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en 60 secondes ? Écoute, je suis Tamim Dessemed. À l'origine, je suis un professeur de management stratégique. J'enseigne encore à mes temps perdus. Et puis, j'ai la chance d'avoir embrassé une carrière de management académique. Comme je le dis souvent, d'entrepreneur académique. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de diriger effectivement plusieurs écoles en tant que dirigeant. Dans nos grandes écoles à la française. J'ai eu aussi la chance d'exercer des responsabilités, notamment à la conférence des grandes écoles, parce que je crois que c'est important de souligner que nous incarnons tous, au-delà de nos différences, un même modèle. Voilà, donc je suis un managogue, un manager de la chose académique, au service effectivement de la compétitivité, à la fois de nos formations, mais également des entreprises qui, évidemment, recrutent nos jeunes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre la direction d'Excelia Business School ? Écoute, j'y suis arrivé il y a 4 ans. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est ses engagements, et ils sont multiples, et aussi son élan. C'est une école audacieuse, c'est une école qui a à la fois la jeunesse, parce que voilà, c'est une école qui est née en 1988 à l'origine, même s'il y a des racines plus profondes à travers la reprise notamment de l'ESSEM où il y avait le SC Poitiers. Et donc c'est une école qui a beaucoup de jeunesse, donc avec cette fougue, et en même temps une très forte tradition, puisque ça fait des années, effectivement, qu'elle cumule évidemment des avancées majeures. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Bien sûr, qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis ton arrivée il y a 4 ans maintenant ? Pour être très franc et très simplement, ce sont ces valeurs. Nos valeurs, c'est des valeurs phares, le partage, l'humanisme, l'audace, la responsabilité, l'engagement. Et d'abord, je les trouve très fortes. Et ça m'a marqué dès le départ. Ça a été une des raisons pour laquelle j'ai rejoint cette école. Et la deuxième raison, c'est que ce sont des valeurs qui sont extrêmement performatives. Elles ne sont pas déclaratives. Elles orientent vraiment nos actions, elles orientent nos transformations et elles orientent notre impact. Comment tu définirais, Tamim, ton style de direction au sein d'Excelia Business School ? Écoute, je vais répondre en reprenant la formule que je donne habituellement. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je dirais qu'il est engagé. Mon style est engagé et à la fois engageant. C'est-à-dire que voilà, je suis quelqu'un qui aime mouiller la chemise, qui aime être au cœur des transformations que nous conduisons. Et en même temps, j'aime embarquer ceux qui sont autour de moi, à la fois l'équipe de direction, mais également les professeurs, le staff, et aussi mes étudiants. Voilà, je ne veux pas que ma stratégie d'établissement ou d'école tombe sur les étudiants, je veux qu'elle les anime, je veux qu'elle les embarque. Est-ce que tu auras un exemple récent à nous partager justement d'un scénario justement où tu es en train d'embarquer les étudiants, l'écosystème Excelia Business School ? Écoute, l'exemple le plus emblématique, c'est probablement celui qu'on a fêté d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, parce que c'était hier, c'est notre fameux Sénat des étudiants, parce que j'ai voulu assez vite après mon arrivée construire une instance de gouvernance avec les étudiants, parce que je voulais résoudre un paradoxe, c'est-à-dire que je suis à la tête d'une école qui a besoin d'inventer la suite de son parcours, au bénéfice encore une fois de nos parties prenantes. Je ne m'imaginais pas le faire simplement en chambre entre moi-même et mes équipes, je voulais le faire avec mes étudiants. Et donc le Sénat, ça a été une manière de donner une voie structurante, une vraie voie stratégique à nos étudiants pour inventer avec eux évidemment la suite de notre parcours. Avant de se plonger dans le vif du sujet, on a énormément de questions qui nous ont été posées par l'audience, qu'on a préparées également avec la rédaction. Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui Excelia Business School des autres grandes écoles de management au sein du paysage français et international ?
Oui, alors je vais répondre avec trois angles d'attaque, en regardant les choses d'un peu loin. La première chose qui distingue Excelia Business School, c'est que c'est une école au référentiel qualitatif. On s'inscrit dans les meilleurs référentiels internationaux. Alors quand on regarde les écoles qui sont membres de la conférence des grandes écoles ou de la CDFM, ça nous paraît naturel, mais il faut prendre du champ. C'est-à-dire celles qui partagent ces référentiels qualitatifs, à la fois nationaux et internationaux, eh bien c'est une série d'écoles parmi un large spectre d'écoles. On peut considérer qu'il y en a 200 ou 300. Il y en a en tout cas un peu moins de 40 qui aujourd'hui travaillent à ces référentiels. Et en ce qui nous concerne, Excelia Business School, nous avons souhaité effectivement avoir les meilleurs référentiels nationaux, mais aussi les meilleurs référentiels internationaux. Donc il faut le dire, la qualité académique, c'est essentiel quand on exerce une activité d'enseignement supérieur et de recherche. Le deuxième marqueur qui est très fort, c'est que nous sommes fondamentalement une école qui appartient à un établissement d'intérêt général. Un établissement d'intérêt général, ça n'est pas simplement une espèce de labellisation ou une espèce de qualification administrative. C'est une posture. Moi, ce qui me motive, c'est de contribuer évidemment à l'intérêt de la jeunesse, à l'intérêt des territoires que je desserre, à l'intérêt effectivement également des entreprises, pour lesquelles nous travaillons à la fois par le biais de la formation, mais aussi par d'autres biais, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, et également l'intérêt de la nation, la compétitivité de notre système d'enseignement supérieur et donc de nos économies. Et la troisième chose, je dirais, qui distingue Excelia Business School, ce sont évidemment ces engagements particuliers. Je parlais tout à l'heure de nos valeurs. Elles ont irrigué au fur et à mesure un certain nombre de grands choix. Un choix de contribuer de manière majeure aux problématiques de transition écologique et sociale. Un choix de contribuer à l'élargissement du référentiel de compétences de nos étudiants à travers l'hybridation de nos formations. Un choix également d'inscrire aussi nos formations, et nous y travaillons de très près, dans les grandes transformations géopolitiques dont il ne nous échappe pas quand même qu'elles sont un petit peu structurantes ces dernières années. J'ai souvent coutume de dire qu'on est entré là dans un 21e siècle qui ressemble singulièrement pas à celui qu'on a connu. Voilà, donc pour toutes ces raisons, l'approche d'Excelia Business School me semble extrêmement différente de ce que l'on peut trouver dans l'environnement. Tu l'as évoqué, Excelia Business School est une école qui est très engagée sur le plan sociétal, environnemental. Comment ça s'est construit dans l'ADN de l'école de manière un peu plus historique et depuis sa création ? En fait, l'école a été vraiment pionnière sur ce sujet, portée par, on va dire, deux vecteurs très forts. D'abord, ses propres équipes, qui voulaient faire action éducative un peu différemment, évidemment, des autres écoles. C'est-à-dire prendre en compte, effectivement, le fait que nous sommes là, pas simplement pour former à des compétences managériales ou techniques au sens étroit, mais à inscrire nos formations dans des enjeux de citoyenneté et dans des enjeux planétaires. C'est-à-dire qu'un étudiant est à la fois une compétence managériale, mais également une compétence citoyenne, et inscrit effectivement son action dans, finalement, la planète et dans les enjeux de préservation de la planète. Voilà. C'est donc quelque chose qui nous a amené, par exemple, à créer le premier master en développement durable quand ça n'existait pas. Et j'ai coutume de dire que nous l'avons fait à un moment où le développement durable était presque quelque chose d'accessoire. Aujourd'hui, on voit bien que ça ne l'est pas, même si on n'a pas trouvé toutes les solutions. Le deuxième vecteur sur lequel j'insiste, c'est que notre auditoire n'est pas sans savoir que les racines profondes d'Excelia Business School, c'est La Rochelle. La Rochelle est un territoire assez emblématique. Donc le deuxième vecteur qui a porté évidemment nos engagements, c'est notre territoire. Voulant être un territoire à neutralité carbone, voulant être un territoire à l'avant-garde des initiatives territoriales de préservation des ressources, etc. Voilà, donc ces deux vecteurs ont fait effectivement que l'école a été très vite pionnière en faisant un certain nombre de choix sur lesquels on reviendra peut-être. Il y a des initiatives notamment Climacité, Humacité. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie beaucoup de choses. Humacité, climacité, enfin il y a un triptyque. Humacité, climacité, la Blue Education Experience. Humacité, l'idée vraiment très forte, qui a d'ailleurs été depuis pas mal imitée, c'était de faire en sorte que justement, pour que nos étudiants aient un ancrage qui dépasse l'ancrage simplement managérial, mais qui enchevêtre l'ancrage managérial avec l'ancrage sociétal. Nous avons souhaité que tous nos étudiants passent par un dispositif structurant qui s'appelle Humacité, qui est de les plonger dans des missions humanitaires fortes, à l'étranger ou en France d'ailleurs, de manière effectivement à ce qu'ils réalisent les limitations planétaires. Ça, c'est le premier objectif, un objectif de fond, mais également avec un objectif de fond, c'est-à-dire qu'eux-mêmes soient dans une espèce de choc des réalités
qui les amène à développer des compétences particulières et notamment une transformation de leur propre personnalité. Donc ça reste un dispositif extrêmement fondateur qui est effectivement de faire en sorte que ces étudiants soient plongés dans les missions Humacité. Il y en a eu plus de 10 000 en 20 ans. On a fêté l'année dernière les 20 ans d'Humacité. Donc 10 000 étudiants ou missions ont été réalisées. Ça veut dire que à travers cela, nous avons nous-mêmes un impact. Il n'y a pas un étudiant d'Excelia Business School qui n'a pas contribué à travailler sur les ressources en eau, qui n'a pas contribué aux questions liées à la pauvreté, qui n'a pas contribué aux questions liées à l'éducation partout dans le monde. Et donc, ça veut dire que leur impact en tant qu'étudiant sociétal est déjà réalisé à l'école. Climacité, on passe à quelque chose qui est un peu différent. L'idée de Climacité, cette fois-ci, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire de contribuer à des missions Climacité qui vont permettre à des étudiants de contribuer à la résolution de défis climatiques tels que les entreprises les vivent. Des défis climatiques tels que les entreprises les vivent, ça signifie que les entreprises ont à s'adapter à la fois, évidemment, au changement climatique. Ça pose des questions à la fois d'assurance, de protection, d'inondation, de sécurisation d'un certain nombre de choses, et en même temps, d'énergie, et en même temps, faire en sorte que les entreprises elles-mêmes soient plus exemplaires dans leur comportement effectivement responsable. Voilà, donc c'est très important, Climacité. Et puis la Blue-Aid, ce sont des dispositifs où on est allé un peu plus loin, puisqu'on a souhaité que sur des problématiques particulières, comme les problématiques de l'eau, qui sont des problématiques à la fois sociétales, environnementales, mais managériales aussi. Beaucoup d'entreprises se posent des questions majeures liées à l'eau. Eh bien, les étudiants puissent prendre prétexte sur ce vaste laboratoire de sujets liés à la problématique de l'eau, qui est une problématique majeure. C'est un des combats que la planète aura à résoudre dans les 30 ans qui viennent. Et donc, l'idée, c'est que se servant de ce laboratoire particulier, les étudiants vont aller aiguiser de manière plus profonde leurs compétences à la transformation responsable en conjuguant des enjeux managériaux et des enjeux environnementaux et sociétaux. En parlant de transformation, Excelia a énormément investi sur tout ce qui touche à la data, à l'intelligence artificielle. Je l'avais même vu lorsque j'étais venu sur le campus à Tours, même sur le campus parisien. Il y a énormément d'outils qui sont mis à disposition des étudiants. Est-ce que tu peux nous parler davantage des initiatives qui sont mises en place par Excelia Business School concernant l'IA ? Alors, ce sont des sujets, ma réponse vaut à date, c'est-à-dire que ça bouge tellement qu'on a des réponses qu'on adapte au fur et à mesure. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Effectivement, il y a longtemps que nous sommes saisis de ces questions de data et de ces questions effectivement d'enchevêtrement du numérique, de la technologie et des enjeux managériaux. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a développé pas mal d'initiatives partenariales avec d'autres établissements. Il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que l'IA est devenue un outil majeur dans la vie de l'étudiant et des professionnels. C'est la raison pour laquelle on a souhaité introduire un module qui est en entrée de cycle, qui s'appelle Introduction aux intelligences artificielles, qui est un module qui prépare en fait les étudiants à manier l'IA dans leur vie d'étudiants et dans leur future vie de jeunes professionnels. Il y a des contenus théoriques, mais il y a surtout aussi des séminaires, qui sont des séminaires où on apprend à résoudre évidemment cela, puisque l'IA est un formidable outil. Tout dépend comment on l'active, avec quels critères, avec quels réflexes, avec quel prompt, avec quel service après-vente, c'est-à-dire comment on critique la copie qu'on nous rend. Enfin, c'est une espèce de dialogue. Et le dialogue, il y a une seule chose, c'est que ça demande beaucoup de méthodologie et d'esprit critique. Donc voilà, on a d'abord investi ce travail sur la manière dont l'étudiant peut se saisir de ces nouveaux outils en améliorant finalement ses apprentissages. Le deuxième niveau, ça a été de faire de l'IA un sujet managérial en tant que tel. C'est-à-dire que nos contenus de gestion, nos contenus de cours, nos supports, nos cas, vont intégrer effectivement des situations où des entreprises, des COMEX et d'autres acteurs des entreprises vont se saisir de situations où l'IA va effectivement intervenir. Et le troisième niveau, c'est effectivement de faire en sorte que des contenus nouveaux apparaissent. Il y a par exemple une spécialisation data et IA qui est apparue. Il y a une spécialisation cybersécurité qui est apparue dans le programme Grande École, qui est également accessible sous forme d'un MSI, donc un programme spécialisé en management de la cybersécurité. Voilà, il y a plusieurs niveaux. Et puis enfin, nous avons souhaité nous lancer dans une politique audacieuse d'hybridation, puisque nous avons signé des tas d'accords. Par exemple, nous avons signé, pour ce qui concerne le numérique, un accord très fort avec les frais pour créer un parcours qui s'appelle Management de la transformation digitale, qui intègre au premier chef des questions liées à l'IA. Nous avons signé avec Avon City, qui est une école maintenant de référence, qui a souhaité effectivement travailler particulièrement ce sillon, un accord de double diplôme et également de certification assez avancée de nos étudiants en fin de parcours.
Voilà, donc il y a plusieurs réponses qui nous permettent effectivement de nous saisir de ces questions-là, même si elles nous ont aussi amené à évoluer. Par exemple, on a donné aujourd'hui dans l'évaluation une part beaucoup plus importante aux soutenances orales, au travail personnel, au travail avec les étudiants, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin de vérifier, c'est l'appropriation des connaissances. Et l'IA crée une forme un peu de trompe-l'œil, c'est-à-dire évidemment qui a fait le travail et qui a intériorisé les raisonnements. Voilà, donc ça nous amène à avoir une petite mutation pédagogique. Bien sûr, enfin, le dernier volet, c'est que nous avons été nous-mêmes amenés à nous former à l'IA, à former aussi de manière forte nos enseignants-chercheurs. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que sur ces questions-là, nos grands référentiels d'accréditation auxquels je faisais référence tout à l'heure, eux-mêmes sont en train d'évoluer puisqu'ils font intégrer aujourd'hui de nouveaux critères sur les bonnes conditions ou les conditions acceptables d'intégration de ces nouveaux enjeux. Et justement, une question qui revient beaucoup à l'ère de l'IA, est-ce que c'est rentable de faire une business school alors qu'on peut finalement se former avec l'IA et qu'on peut utiliser l'IA pour finalement substituer des tâches humaines? Ma réponse est très simple. Plus que jamais, on aura besoin de formation. C'est la même chose que, je dis souvent, moi, quand quelqu'un est autodidacte, et qu'il arrive à déployer une formation, en fait, il a ou elle a beaucoup de valeur en réalité. Donc, c'est difficile d'apprendre tout seul. Donc, évidemment, la connaissance ou la pseudo-connaissance, ou l'aperçu de connaissance semble plus accessible, mais ça veut dire que la rigueur, l'esprit critique, la méthodologie, la vérification, la réplicabilité, tout cela, ce sont des sujets qui demandent effectivement une maturation et un travail par les académiques. Le métier des académiques, c'est d'imaginer des scénarios pédagogiques. Il n'y a pas très longtemps, j'écoutais, face à la même question pratiquement, la réponse du mathématicien Villani. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait alors, tout ça va se substituer. Et il rappelait quelque chose qu'on oublie un peu et qui est vraiment très important. Il disait l'éducation est une architecture humaine. Oui, c'est une architecture humaine qui est faite d'interaction, d'échange, d'intériorisation des compétences, d'échanges interactifs, d'esprit critique. Donc oui, plus que jamais, plus les outils a priori simplifient et font des raccourcis, plus l'ossature intellectuelle, académique, plus la qualité de la recherche qui nourrit les enseignements va devenir effectivement cruciale. Très clair, merci beaucoup Tamim. En tant que directeur général, quels sont les principaux indicateurs, les KPI que tu regardes, qui te drivent quotidiennement? Alors, j'en ai plusieurs, évidemment, mais la première, c'est évidemment la qualité pédagogique et la qualité académique. Voilà, parce que ça demande beaucoup de sérieux. Encore une fois, c'est un métier, donc je regarde de manière très, très vigilante ce que donnent mes évaluations de cours, ce que me donne la réaction des étudiants sur un certain nombre de nouveaux contenus, parce que je prends des risques aussi. Je parlais d'une école audacieuse, je crée des nouvelles filières, je crée des nouveaux contenus. Bon, un nouveau contenu, ça se gère dans la durée. Enfin, on ne le réussit pas toujours du premier coup. Donc voilà, c'est quelque chose que je pilote beaucoup. La deuxième chose, c'est aussi la satisfaction des étudiants. Moi, j'ai charge d'âme, d'une certaine manière, en tant que directeur d'école. Mon objectif, c'est de faire en sorte que des générations d'étudiants qui arrivent et qui passent par l'école trouvent leur destinée, trouvent leur trajectoire, sans renier leur propre personnalité, mais en progressant, en changeant. Si je ne change pas mes étudiants quand ils sont chez moi, c'est quand même un problème. Bon, donc je regarde beaucoup la satisfaction des étudiants et la manière dont l'ensemble des dispositifs, qu'ils soient pédagogiques ou parapédagogiques, entrent en résonance avec leur processus. Et on n'est pas à l'abri, quelquefois, d'erreurs qui ne sont pas... Et puis, ce que je regarde quand même, c'est aussi... notre business model, parce qu'on le voit bien, aujourd'hui, hier, il y a eu beaucoup de défis sur l'international. On a eu le salon de l'expérience étudiante, les cadres dans lesquels nos étudiants évoluent et apprennent, c'est important. Donc nos institutions ont besoin de sauvegarder leur capacité à investir dans la durée, parce que l'éducation est le reflet de la transformation du monde, elle y prépare, elle inspire à cela. Donc par définition, le business model se pilote aussi pour garantir effectivement la capacité à investir dans la durée, à générer suffisamment de connaissances nouvelles, à critiquer les connaissances existantes, à initier de nouveaux partenariats, à changer aussi la nature des partenariats qu'on a aussi à l'international. Donc je regarde aussi, bien sûr, ces indicateurs-là pour être garant de ma capacité à inventer l'éducation qui correspondra aussi aux générations qui vont entrer demain, après-demain.
Ah, mais merci beaucoup pour ce que tu dis, c'est hyper intéressant et ça me fait penser à une question qui est assez, qui vient de me revenir, c'est concernant justement l'impulsion d'Excelia Prime. Excelia a vocation à former ses étudiants, mais aussi en fait des professionnels et d'autres personnes qui peuvent être intéressées justement avec cette initiative Excelia Prime. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, Excelia Prime, à l'origine, c'est une question qui a été posée par nos équipes dans une logique, ce qu'on a appelé d'edutainment, c'est-à-dire cette idée que on peut apprendre en s'amusant. Et aujourd'hui, on le sait, un des combats majeurs que nous avons en général, et en particulier dans le domaine de l'éducation, c'est, c'est le débat ou c'est le challenge sur l'attention. Enfin, comment dans une journée qui n'a que 24 heures, capter l'attention sur un sujet. La pédagogie, c'est fondamentalement un sujet de captation, d'attention. C'est-à-dire qu'il faut être capable de conditionner les apprenants pour un moment ou un autre les faire entrer en apprentissage. Bon, aujourd'hui, une des modalités, effectivement, face à des générations qui ont appris le caractère ludique, qui ont quelquefois appris l'anglais plutôt sur Netflix que exactement dans le cours de grammaire, il y a cette possibilité, il y a ce boulevard d'aller stimuler l'apprentissage par effectivement le côté a priori amusement, mais qu'on va rapidement transférer et exploiter comme capacité à intéresser. Et donc aujourd'hui, si vous stylisez une situation managériale comme une espèce de série, imaginons une série policière où vous allez finalement aller identifier évidemment là où vous allez pouvoir agir, évidemment vous allez pouvoir embarquer les étudiants. Voilà, donc c'est en prolongement de ce que nous faisons déjà beaucoup. Nous avons un Game Lab, nous travaillons sur des cas pédagogiques un peu d'un nouveau type, on a beaucoup de ludopédagogie, on utilise quelquefois aussi des fresques pour sensibiliser. Donc tout ce qui, à un moment ou à un autre, nous permet, et c'est un éternel recommencement, d'aller mettre en attention nos étudiants et de garder continue cette attention pour justement faire notre travail pédagogique, évidemment, est très, très recherché par nous et on investit beaucoup sur ces sujets. Et il n'y a pas une génération qui ressemble à l'autre, hein. C'est-à-dire que chaque année, ça bouge. Quel est le futur pari que tu ambitionnes avec Excelia Business School ? Honnêtement, Excelia Business School, pour les 3 raisons que j'indiquais tout à l'heure, de par ses gènes, de par son ADN, de par son histoire, de par son rôle majeur d'intérêt général, de par son inscription dans ces grandes transformations qu'on formalise. C'est-à-dire quand je dis on s'inscrit dans la transformation, la transition écologique, on s'inscrit dans les mutations technologiques, on s'inscrit dans le géopolitique drift, tout ça fait de cette école une école extrêmement agile, extrêmement audacieuse bien sûr, mais en même temps extrêmement inspirante. Donc j'aime quand effectivement cette école, son savoir-faire, son approche distinctive est à la fois reconnue par les entreprises, reconnue par les partenaires académiques et puis reconnue par des jeunes, qui viennent d'autres environnements que les nôtres, qui sont des étudiants étrangers. Donc ce que je souhaite, c'est que cette école soit inspirante d'une part, qu'elle donne envie d'apprendre, qu'elle donne envie de se saisir de ces quelques défis, et puis qu'elle soit impactante, c'est-à-dire qu'elle contribue par sa formation, par sa recherche, par ses engagements, par ses partenariats, à aider notre écosystème à mieux appréhender les défis qu'il affronte. Et Dieu sait s'il y en a, et Dieu sait s'il y en aura. Quelle école française, Tamim, t'inspire particulièrement ou se distingue à tes yeux ? Je vais paraître un peu, un peu centré sur moi-même, mais je vais le faire quand même et je vais le dire quand même. Ma maison mère, qui est HEC Paris. C'est là où j'ai été formé, c'est là où j'ai enseigné, c'est là où j'ai dirigé. C'est une école où j'ai rencontré l'excellence, il y a très longtemps. C'est une école dans laquelle j'ai rencontré des entreprises en quête de questionnement et voulant dialoguer avec une institution de haut niveau. J'y ai rencontré le monde, parce que c'est une école extrêmement ouverte dans le monde. J'y ai rencontré une école qui a le souci d'être une belle école française, mais une école, de rayonnement et d'action internationale. Pour toutes ces raisons, elle reste extrêmement inspirante pour moi. Et je trouve qu'en tant que leader de la filière, on a en partage avec elle, évidemment, un certain nombre de référentiels. Et voilà, j'y trouve encore et j'y puise encore beaucoup de sources de réflexion. Magnifique. Avant de passer au premier format de cette vidéo, le vrai ou faux, j'ai une ultime question te concernant. Qu'est-ce qui t'anime le plus, Tamim, le matin quand tu te réveilles et que tu vas au sein d'Excelia Business School ?
Ce qui m'anime le plus, c'est vraiment le sens de ce que j'exerce. Voilà. Quand on est dans une mission éducative, dans une posture de direction, eh bien, on se sent utile. Parce qu'on va contribuer à la fabrication de destinées, de rencontres, à l'éclosion d'un certain nombre de talents. Moi, mon rôle fondamental, c'est d'être un incubateur de talents. Alors, il y a évidemment un certain nombre de règles, évidemment, à suivre, et c'est ça, effectivement, qui m'anime. Et je ne suis jamais déçu. Hier, j'ai eu une vice-présidente sortante du Sénat qui, lors du salon de l'expérience étudiante, a présenté, elle, l'initiative, parce que je trouvais que c'était bien mieux que ce soit l'étudiante qui incarne une instance de gouvernance étudiante que moi-même. Elle l'a fait avec un talent absolument incroyable, et il faut voir comment cette étudiante, Selena, est très différente de ce qu'elle était il y a encore 1 an ou 1 an et demi quand elle est rentrée à l'école. Quand j'envoie un étudiant de BBA international rentrer dans une multinationale, après avoir passé 4 années vraiment d'interaction très forte avec des environnements à la fois académiques et professionnels différents, ben voilà, on se dit, à un moment ou à un autre, on a contribué par ses choix à faire en sorte évidemment que des personnalités s'affirment et qu'elles répondent effectivement aux défis que les entreprises se posent. C'est effectivement très, très satisfaisant. Donc, c'est ça qui m'anime. La mission est remplie. La mission est remplie dans ces cas-là. Vrai ou faux avec Tamim Abdessemet, DG d'Excel Business School, c'est parti. Tamim, est-ce que Excelia peut rejoindre le top 10 des business schools françaises dans les prochaines années ? Elle en a le potentiel. Il existe un vrai clivage entre le top 10 et les autres écoles en termes d'opportunités professionnelles. Marginalement. Dans l'ensemble, nous participons à la même mission, donc ça peut, mais c'est marginal. Les classements suffisent à juger la qualité d'une école ? Indéniablement non. Si nous avons des référentiels d'accréditation, si nous avons aussi des journées portes ouvertes où les étudiants vont pouvoir aussi comprendre la philosophie pédagogique, tout ce que j'ai essayé d'expliquer là, c'est absolument insuffisant. À l'ère de l'IA, faire des études ne sert à rien. Faux. Les frais de scolarité vont continuer d'augmenter dans les business schools françaises. Alors je dirais en valeur faciale peut-être, en valeur réelle, je pense qu'on commence à atteindre effectivement une forme d'asymptote. Les écoles de commerce doivent aujourd'hui se transformer plus vite que les universités. Pas aujourd'hui, oui, mais elles l'ont toujours été tout simplement parce qu'elles répondent à un environnement lui-même qui est en très forte transformation, en très forte mutation. L'international est devenu indispensable pour la crédibilité des business schools françaises. Alors oui et non, non, et ça fait 30 ans qu'il l'est, Très clair. Merci beaucoup Tamim pour ces réponses et j'ai envie de rebondir justement sur ta réponse concernant les frais de scolarité. J'ai bien aimé justement cette analyse entre la valeur réelle, la valeur faciale. Est-ce que tu peux détailler justement ces éléments-là ? Ce que les étudiants remarquent, ce que les parents remarquent aujourd'hui, c'est qu'il y a une inflation, c'est-à-dire que les frais de scolarité il y a 10 ans ont évolué plus vite que l'inflation sur ces mêmes années. Qu'est-ce qui explique cette évolution ? Et aussi expliquer à ceux qui nous regardent justement comment en fait sont alloués ces frais de scolarité dans les grandes lignes. Oui, alors effectivement, ça a beaucoup évolué, mais parce que l'équation évidemment de nos établissements a beaucoup évolué. Ce qui s'est passé, allez, on va dire en 30 ans, c'est que d'un enseignement de qualité à reconnaissance nationale et de portée nationale, on est passé à un enseignement à visée internationale, de portée internationale et qui parle dans le monde entier. Bon. Par exemple, moi, pour Excelia Business School, je dois avoir 200 partenaires internationaux qui permettent à nos étudiants de partir faire des séjours académiques ou des doubles diplômes à l'international. 82 ou 83% de mes accords sont des accords d'institutions accréditées. Ça signifie, et moi-même, j'ai une triple accréditation et même une quadruple accréditation. Tout ça, évidemment, permet à nos étudiants d'avoir des diplômes à la reconnaissance planétaire. C'est pas rien. C'est pas exactement le même diplôme que ce qu'ils avaient il y a 30 ou 40 ans. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si nos frais de scolarité ont progressé, c'est que nous avons aussi fait progresser la qualité de nos formations et que la qualité de nos formations exige un certain nombre d'investissements et de moyens. Donc, ce n'est pas tant les frais de scolarité qu'il faut arrêter, c'est à quoi ils servent. Si, évidemment, on a des frais de scolarité élevés, j'allais dire pour enrichir une individualité, c'est une chose. Si vous avez des frais de scolarité qui sont élevés mais qui restent contrôlés au service de la qualité de ce que nous faisons et notamment
on a des défis importants pour que les compétences de nos étudiants répondent à ces défis-là. Si vous voulez, une institution qui prenne en charge les questions d'IA, prenne en charge les questions de technologie, permette d'accéder aux contenus internationaux les plus élevés et une connaissance qui soit durable. Moi, je ne suis pas garant d'une formation qui permette à un étudiant d'avoir un job à la fin. Ce n'est pas son placement à la sortie. Le premier objectif, c'est celui-là, bien sûr. Mais c'est de garantir à l'étudiant une capacité de rebond tout au long de sa carrière. C'est-à-dire qu'il a eu ou qu'elle a eu les réflexes méthodologiques, le réseau, l'environnement pour travailler. Donc, en fait, la vraie question, c'est est-ce que ces frais de scolarité servent à investir effectivement dans l'ossature académique et également les environnements d'apprentissage, à investir aussi dans des questions importantes. Aujourd'hui, on a des générations à la santé mentale desquelles il faut quand même se préoccuper. Il est difficile, quand on a 25 ans ou 20 ans en 2026, de grandir dans un monde tourmenté. Tout ça nécessite aussi des infrastructures pour, évidemment, incuber dans la sécurisation le talent de nos étudiants. Donc voilà, les frais de scolarité sont pour nous directement investis dans la qualité des formations, dans les environnements de travail et de développement des compétences professionnelles des étudiants, et puis un petit peu, parce qu'on en garde un peu en faisant un surplus, comme on dit, dans notre capacité à continuer à investir dans les années qui viennent, parce que c'est un investissement qui est permanent. Je prends un exemple. Dans les domaines qui parlent peut-être plus aux gens, les sciences, la médecine, enfin, vous ne continuez pas à investir dans de la recherche, dans de l'expérimentation, vous n'aurez pas la qualité aussi des soins qui va progresser à mesure des avancées. Bon, voilà, donc je souhaite vraiment rappeler cet essentiel impératif, effectivement, d'investissement. Très intéressant l'analogie avec les sciences. C'est vrai qu'on matérialise un petit peu mieux les éléments. Merci Tamim pour ça. Parlons qualité pédagogique, rayonnement international. À l'heure où finalement les grandes écoles de management se targuent d'être triple accréditées, près de 20 business schools françaises sont triple accréditées aujourd'hui. Excelia se distingue en étant quadruplement accrédité. Quelle distinction par rapport à cette triple couronne, triple accréditation, et pourquoi avoir voulu chercher une 4e accréditation ? Très bien. Effectivement, nous avions 3 accréditations, Lambda, EQUIS et également ACSB. EQUIS et ACSB sont des accréditations institutionnelles, c'est-à-dire qu'elles évaluent l'institution qui porte les formations et par ricochet les formations qui la composent. En bas, c'est un peu différent, c'est un peu traité, parce qu'on parle souvent de triple couronne par les institutions comme une accréditation institutionnelle, alors que c'est presque le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'elles accréditent des programmes, mais sur fond d'une qualité de l'institution qui les délivre. Bon. Donc, on était effectivement triple accrédité. Eh bien, quel est le raisonnement que j'ai eu ? Les accréditations de ce type-là, institutionnelles et autres, quelquefois parlent pas directement aux étudiants. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jargon ? Nous, on est aussi, pour Excelia, à la maison mère, un ESPIG, un établissement reconnu d'intérêt général par le ministère de l'Enseignement supérieur. Nos diplômes sont visés et gradés. Tous les diplômes de la Business School sont visés et gradés. Donc, les étudiants ne comprennent pas toujours cela. Même si je leur dis souvent, c'est un système de conversion et de reconnaissance mutuelle. Le fait d'être accrédité vous permet d'expliquer au Pérou, d'expliquer en Angola, d'expliquer en Indonésie ce qu'est le référentiel de votre formation. C'est pas rien, c'est un système de correspondance. Bon. Alors pourquoi j'ai souhaité une accréditation ? Parce que je souhaitais que mon flagship programme, mon programme Grande École en 5 ans, qui est le magnifique programme, source. C'est l'esprit de nos écoles d'avoir porté ces programmes Grande École avant de se diversifier. Je souhaitais que ce magnifique programme Grande École, qui porte en lui ce que j'appelle moi le génie du modèle Grande École, c'est-à-dire cette capacité à articuler l'élévation académique, la pertinence professionnelle et l'ossature personnelle des étudiants. Je souhaitais que ce programme-là soit accrédité d'une accréditation de programme qui finalement atteste de sa vitalité pédagogique et de sa dimension internationale. C'est exactement le principe de l'accréditation EFMD programme qui est focalisé sur le programme et donc sur l'apport du programme direct finalement à la trajectoire de l'étudiant, ce qui parle peut-être un peu plus que quelque chose d'un peu institutionnel où un étudiant, par exemple, je vais te prendre un exemple, quand tu lui parles d'une politique de recherche, au départ, c'est un peu théorique pour lui. Bon, alors qu'un programme ira chercher en quoi la recherche de l'établissement va nourrir
les contenus pédagogiques et la qualité et l'acuité, le caractère contemporain de la formation. Voilà. Donc je ne pouvais pas ne pas imaginer que mon beau programme Grande École, sur plusieurs campus en plus, n'ait pas cette attestation de qualité de programme. Et alors, selon toi, pourquoi d'autres écoles ne vont pas chercher également cette quadruple couronne s'il y a un intérêt qui est si conséquent, ou alors peut-être qu'il y a des difficultés à obtenir ce FMD programme? Tu peux nous éclairer sur ce propos? Alors d'abord, il y en a quelques-unes qui le font. Il y en a qui ont plusieurs accréditations. Moi, j'ai été moi-même à la tête d'équipes d'audit d'écoles que je ne citerai pas et dans lesquelles c'était des écoles, par exemple, EQUIS accredited, et qui avaient 2 ou 3 accréditations de programme. Je suis allé il n'y a pas très longtemps faire un audit d'une école qui s'appelle Bologna Business School, qui a une accréditation EQUIS et a 3 accréditations, par exemple EFM des programmes, plutôt sur des executive MBA, moins sur la formation initiale, par exemple. Ça dépend des choix des institutions. Mais si une institution veut vraiment éclairer particulièrement un programme, effectivement d'une valeur liée à son objet pédagogique, à sa cohérence avec la stratégie, à son excellence pédagogique, c'est un magnifique levier. Donc effectivement, on peut le faire, et chaque institution peut le faire effectivement à sa manière. Voilà. Dans l'environnement français, beaucoup d'écoles avaient vécu historiquement ces accréditations comme des espèces d'accréditations intermédiaires avant d'aller vers des accréditations institutionnelles. Moi, j'ai considéré que les deux avaient du sens et que les deux ne disaient pas exactement la même chose. C'est intéressant et très complémentaire. Et c'est effectivement très complémentaire, oui. Okay, merci beaucoup Tamim pour cet éclairage. Qu'est-ce que ça fait justement d'avoir des accréditations de renom qualitatives reconnues, d'avoir aussi des bons palmarès, notamment au Financial Times pour ne citer que ce classement, en termes de relations internationales, d'ambition internationale? En quoi est-ce un levier pour Excelia Business School, et de fait, quelles sont les ambitions internationales d'Excelia Business School? Oui, tu as raison, c'est exactement ça. C'est-à-dire que notre environnement, pour plein de raisons, a l'air de nous faire croire que les classements ou les accréditations, c'est une fin en soi. Or, ces outils, ce sont des outils qui vous confèrent une forme de crédibilité, de sérieux, et qui vous disent vous êtes un acteur sérieux pour travailler sur tel ou tel sujet, à la fois avec des entreprises, des parties prenantes ou avec des partenaires effectivement internationaux. Donc le piège, il y a un double piège, c'est on s'en fiche, c'est pas vrai. On ne s'en fiche pas. On le voit bien aujourd'hui. Voilà, si demain, n'importe quel acteur veut s'appeler Grande École, il pourra dire « je suis une grande école ». Ben non, il y a une conférence des grandes écoles et il y a des critères pour entrer à la conférence des grandes écoles. Si une école veut se dire « je suis d'excellence académique », moi je suis éberlué par la manière dont on utilise le terme « excellence ». Alors le terme, il y va, c'est un terme difficile, mais l'excellence, ça a un prix. Ça a un investissement, donc vous ne pouvez pas vous autoproclamer excellent au nom de je ne sais quelle chose. Donc tout ça fait que si on veut être guidé, donc le premier piège c'est ça, c'est de ne s'en fiche, et le deuxième piège c'est de trop y accorder de valeur non plus. C'est un levier pour s'embarquer dans des projets en fonction de sa stratégie d'école. Moi par exemple à l'international, ce qui m'anime effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être une école un peu plus inspirante sur ses grands choix et ses grands positionnements. Ce qui m'anime effectivement, c'est d'encourager un peu plus, malgré la période turbulente qu'on traverse, les étudiants d'aller à la conquête du placement international. C'est super bien d'avoir un temps travaillé ailleurs, dans un autre référentiel, avec d'autres gens, d'autres méthodes, et quand bien même ensuite, sur le coup de la trentaine, de la quarantaine, on a envie de revenir dans son pays d'origine, eh bien on est considérablement enrichi par ce qu'on a fait. Donc je souhaite que mes étudiants partent plus, et notamment pour le flagship programme, le programme Grande École, dont je parlais tout à l'heure de l'accréditation internationale en CEFM des programmes, qu'ils partent à l'assaut aussi d'environnements entrepreneuriaux différents. Je souhaite aussi plus travailler avec mes alumni à l'international, parce qu'ils sont placés justement, exactement dans les soubresauts et dans les transformations géopolitiques, économiques et sociétales dans les différents... C'est une caisse de résonance merveilleuse. Et pour moi, ce sont des outils extrêmement précieux pour faire avancer en temps réel aussi la manière dont je construis mes cursus. Je souhaite à l'international plus travailler encore avec des entreprises internationales, parce que là aussi, on peut aller directement toucher des sujets qu'on ne touche pas à cela. Alors quand on est perçu par les gens qui comptent, les classeurs ou les accréditateurs,
alors peut-être que certaines fois ils se trompent parce que c'est jamais une science exacte, mais dans l'ensemble, quand on a un faisceau concordant du fait qu'une institution est solide, qu'elle investit dans ce qu'il faut pour être solide, et donc que c'est un acteur crédible, c'est un levier puissant pour être dans une logique de projet et d'entrepreneuriat, pas pour se contempler et dire on est merveilleux ou on est merveilleux du monde. Voilà. Ceci étant, moi je suis très content que dans le classement du FT, il y a 25 écoles sur les 100 qui y sont. Je suis très content évidemment quand 20 écoles sont triplement accréditées parce que ça dit quelque chose qui est une des raisons d'être de mon engagement depuis que je suis dans ce métier-là, c'est que je considère que le système français d'enseignement supérieur au management est véritablement un système de très grande qualité, complet et impactant. Donc je ne peux pas dire que ça ne me fait pas plaisir. Mais passer les 10 secondes de plaisir, il faut passer à autre chose, il faut que ça serve à quelque chose. C'est vrai qu'un étudiant à Excelia, finalement, peut avoir non seulement une expérience en stage à l'étranger, au sein d'une entreprise, peut avoir une université partenaire, un double diplôme à l'étranger, mais aussi vivre ces expériences humacité, climacité qui se font pour la très grande majorité à l'étranger. Donc ça, c'est assez riche. Là, on peut avoir finalement tout au long de notre parcours une multiplicité d'opportunités internationales. Sans compter l'internationalisation at home, parce que ce système d'accréditation nous permet aussi d'être lisible par rapport à des étudiants internationaux et d'avoir sur nos campus 40, 50 nationalités. Moi, j'ai un corps professoral où je dois aussi avoir plus de 30 nationalités. Donc, ça veut dire aussi que sur nos campus, et quand bien même nous sommes une grande école à la française, nous incarnons une éducation de référentiel international. Là aussi, c'est ce que je voulais pour mon programme Grande École. C'est qu'on voit bien qu'il porte un international mindset parce que quand on apprend avec ces référentiels-là, soit parce qu'on est parti, soit parce qu'on le vit sur site, tu imagines bien que demain, en situation d'apprentissage, en situation d'exercice professionnel, on a appris à travailler, à rédiger une note professionnelle, à travailler sur un cas, à répondre à un consulting project avec un groupe d'étudiants venus de tous horizons du monde, des Européens, des Africains, des Américains du Nord, des Américains du Sud. Ça veut dire qu'on aura cette facilité aussi dans les entreprises. Et c'est quand même ce qu'on promet, nous, en tant que grande école à la française. On promet des gens qui sont employables le plus vite possible et dans la durée. Donc c'est très important aussi de pouvoir le faire. Parlons des campus, quelles sont la complémentarité qu'il y a entre ces différents campus à La Rochelle, Orléans, Tours, Paris? Alors ça me permet de répondre à un des volets auxquels je n'ai pas répondu. Quand tu me questionnais au départ sur la différence aussi de l'école, j'ai tendance un peu à l'oublier parce que j'ai répondu sur des éléments de fond, mais celui-là est un élément de fond et de forme. C'est-à-dire, aujourd'hui, la physionomie territoriale d'Excelia Business School, sur les campus d'Excelia où on va être effectivement à La Rochelle, en Centre-Val de Loire avec nos campus de Tours et d'Orléans et Paris-Cachan, au cœur d'un écosystème sur lequel j'aurai peut-être l'occasion de revenir, en fait, permet à la fois de conserver l'esprit du modèle grande école, qui est un esprit d'éducation, on va dire, d'école à taille humaine, où on est en interaction forte à la fois avec ses profs, avec le staff et avec les autres étudiants, campus par campus, et en même temps d'offrir une très large variété d'expériences de vie. On a dû te dire toi-même que les voyages formaient la jeunesse. Bon, les campus forment aussi la jeunesse. Parce que quand on est à La Rochelle et qu'on voit l'océan et qu'on imagine un certain nombre de projections, qu'on travaille, nous, par exemple, avec le port de La Rochelle sur des enjeux de durabilité, c'est une chose. Quant à Tours, sur ce campus merveilleux, aux meilleures normes environnementales, on va travailler effectivement sur des sujets qui touchent au patrimoine, à l'histoire, à la transformation de ce territoire, à sa valorisation. Quant à Paris-Cachan, on va travailler sur des questions liées à l'hybridation entre ingénierie et management. Ce sont des déclencheurs d'apprentissage qui sont très très forts. Et nous l'avons vécu en tant qu'étudiants et nous le vivons comme professeurs. Je disais que la pédagogie, c'est un vaste travail de conditionnement. Selon les environnements où on va se trouver, il va y avoir des déclencheurs, des stimulus d'apprentissage qui ne seront pas les mêmes. Donc notre campus ont la grande force d'être assez mutuellement proches les uns des autres, parce que c'est important qu'ils forment un tout, et en même temps offrent une diversité d'expériences humaines et personnelles qui sont décisives pour la réalisation des apprentissages des étudiants. Donc c'est très important de pouvoir le faire. Et comment se passe la mobilité entre les différents campus d'Excelia Business School ?
Alors, elle est en théorie ouverte à tous les étudiants qui le souhaitent. Alors après, elle est souvent guidée par les thématiques et les spécialisations qui peuvent exister sur un campus ou ne pas exister sur d'autres, mais elle est effectivement possible et on commence à avoir maintenant un nombre assez conséquent d'étudiants qui, évidemment, commencent une formation, le pré-master, par exemple, du programme Grande École sur le campus de La Rochelle, viennent en master, sur la partie master sur le campus de Paris-Cachan ou au contraire sur le campus de Tours. Donc ça commence à être effectivement bien intériorisé. Et ça permet aussi, notamment quand on a par exemple des programmes qui sont des programmes en 5 ans, et bien aussi de construire pour l'étudiant toute une variété. Bon, typiquement, un étudiant du programme Grande École qui entre en post-bac, il va passer 2 ans sur un campus, il va partir forcément à l'international intégralement sur l'année entre les deux, c'est-à-dire le pré-master 3, et puis il peut revenir sur un autre maintenant. Quelle richesse pour effectivement un étudiant ou une étudiante de construire cette variété des incubateurs d'apprentissage qui s'offrent à lui. Et alors, à l'aune où de plus en plus de business schools françaises partent à l'étranger et déploient des campus en propre ou partagés directement à l'étranger, pourquoi Excelia ne l'a pas encore fait? Est-ce que c'est en projet ou sinon, pourquoi? Quelle stratégie derrière? Alors, à ce stade, nous avons misé sur la qualité des partenaires internationaux parce qu'on a considéré que c'était très important et quand j'envoie un étudiant, par exemple, à HEC Montréal ou que j'envoie un étudiant à Pittsburgh University, je vais lui permettre, parce que je sais que ces institutions sont accréditées, de bénéficier de l'infrastructure académique, de la philosophie, de l'identité particulière d'un partenaire à son bénéfice. C'est quand même très puissant. Donc on a plutôt privilégié les partenaires avec lesquels on peut obtenir cela plutôt que de créer ex nihilo effectivement un certain nombre de choses ou d'activités en propre. Pour autant, là où on a décidé un petit peu d'évoluer, c'est que aujourd'hui, on parlait par exemple du savoir-faire de l'école sur un certain nombre de thèmes, notamment la transition écologique et sociale. Par exemple, il y a un domaine de spécialité où le corps professoral vraiment d'Excelia Business School est assez en pointe, c'est la Sustainable Finance. Ce ne sont quand même pas les moindres des problèmes. On a même lancé, à la faveur d'Amir Asnaoui, notre doyen de la faculté, une nouvelle revue en finance responsable. Bon, si demain, je pouvais, par des partenariats bien noués, délivrer la quintessence ou la qualité de ces domaines d'expertise dans des campus associés à l'étranger, évidemment, ça c'est quelque chose que j'ai inscrit volontairement dans la trajectoire stratégique, puisque tu n'es pas sans savoir qu'on est là gouverné par une nouvelle trajectoire stratégique qui s'appelle Business Education for Our Futures, en référence aux fameuses transitions que j'ai exposées tout à l'heure. Bon, ça par contre c'est tout à fait à l'ordre du jour. Mais ce que je veux, c'est de la pertinence. Voilà. Je ne souhaite pas investir dans des infrastructures de campus massifs, parce que ce qui m'intéresse là, c'est de travailler évidemment la force de frappe académique, intellectuelle, pédagogique, et ça, évidemment, le faire en association avec des personnes ou des institutions académiques de référence qu'on connaît déjà dans notre stratégie internationale, c'est quelque chose que nous étudions avec beaucoup de sérieux et que Bruno Neil, par exemple, a eu l'occasion de présenter dans différentes interviews. Ça, oui. Tamim, tu es DG d'Excelia Business School, on l'a évoqué, 4 campus. Comment faire pour gérer 4 campus? Tu ne peux pas te couper en 4. Donc au quotidien, comment cela se traduit et comment assurer la même qualité sur les différents campus, sachant qu'il y a des territoires, des campus, des programmes aussi qui sont différents? Tu sais que tu pourrais faire auditeur pour nos instances d'accréditation internationale, parce que c'est exactement une des questions qu'ils posent. Et c'est d'ailleurs une des questions qui est posée quand on délocalise. Quand on te dit, tu parlais des campus à l'étranger, tu as un campus à l'étranger, est-ce que tu as suffisamment de profs? Est-ce que l'identité de ce campus véhicule à peu près le même esprit? C'est exactement ça. C'est un sujet majeur. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que notre choix, mais alors d'emblée, c'est-à-dire depuis maintenant 6-7 temps, depuis qu'on a cette configuration multicampus qui est arrivée très vite, puisque Tours et Orléans sont arrivés en 2020-2021, Paris-Cachan est arrivé en 2023, et donc nous avons aujourd'hui cette configuration. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que très vite, on a fait un choix stratégique majeur, qui est de dire que notre école, notre business school, c'est la même sur l'ensemble des campus. C'est-à-dire que ce sont les mêmes maquettes pédagogiques et les directions pédagogiques, par exemple, des programmes, sont gérées nationalement, si j'ose dire, de manière fédérale, même si localement, il peut y avoir des relais pour... donc le directeur des études, par exemple, d'un programme ou le directeur des masters est un directeur national. La deuxième chose qu'on a faite, c'est
One faculty. C'est le même un professeur peut être affecté administrativement à un campus, mais il est professeur d'Excelia Business School, tout campus confondu. Et il a vocation à intervenir sur son campus d'affiliation prioritaire, mais aussi sur les autres campus. La troisième chose qu'on a faite très rapidement, ce qui n'est pas facile, mais on a su vite le faire, c'est qu'on a décidé qu'il n'y a pas de campus satellite, où il n'y a pas de campus second. C'est-à-dire que ces campus sont historiquement venus après, mais ce sont les campus d'une même école. Et à partir de là, ça signifie que la direction est partout et les campus sont unis les uns avec les autres. Il n'y a pas de campus qui soit satellite et La Rochelle n'est pas le siège et les autres campus, les campus satellites. On a voulu faire ce que j'appelle moi une école d'un seul tenant. Voilà. Alors après, effectivement, ça n'est pas toujours facile au sens où on a plus de choses à vérifier. Et moi, je souhaite à la fois que les programmes qui se déploient et l'éducation au sens général qui se déploie sur ces campus soient de la même nature, avec les mêmes référentiels, ceux des accréditations, mais aussi les miens propres. Il n'y a pas très longtemps, je viens de mettre le point final à un document qui s'appelle le modèle pédagogique by Excelia Business School, parce que j'ai souhaité le faire revisiter par la faculté. Donc bien sûr que je garantis la même éducation, mais je n'ai pas non plus une injonction stupide, passe-moi l'expression, d'identité des expériences. Ce que je cherche, c'est la comparabilité, ce n'est pas non plus la similarité terme à terme. Donc ça signifie que moi, en tant que directeur d'école, j'ai beaucoup plus de choses à vérifier, j'ai beaucoup plus d'attention à avoir. Et c'est la raison pour laquelle souvent je fais ce que j'appelle moi des meet-in, c'est-à-dire que chaque fois que je suis sur un campus, j'essaye de me forcer de débarquer dans une salle de cours pour aller à la rencontre des étudiants, dire où vous en êtes, comment vous vivez telle évolution, etc. Parce que si on s'aperçoit qu'il y a des choses où on est un peu en retrait, on a plus avancé sur un campus, et c'est très bien parce qu'il y a de l'initiative partout. Moi, je suis à la tête d'une école qui a de l'initiative à tous les niveaux, chez ses étudiants, chez ses associations, chez ses profs. Alors, je ne peux pas te dire que tous les jours, ça m'arrange. Parce qu'à chaque fois que tu as de l'initiative, tu dérègles un système en place. Mais ça me permet de me dire, ça a réussi sur tel campus. Est-ce que ça vaut la peine de le mettre à l'identique sur l'autre campus ou est-ce que c'est plutôt les étudiants qui sont intéressés par cette initiative qui iront sur le campus ? Donc tout ça nous pose toute une série de questions qu'on n'avait pas historiquement, mais qui sont extrêmement riches et honnêtement, qui dans l'ensemble nous font avancer très vite parce que ça suscite de l'émulation, ça suscite de la comparaison. Voilà, donc... c'est très important aussi. Donc c'est une vraie force. Et en parlant de force, justement, il y en a aussi une autre, c'est qu'Excelia Business School fait partie d'un groupe plus large, Excelia, avec notamment la tourism, la digital communication. Quelles sont les synergies qu'il y a, Tamim, avec les autres écoles du groupe Excelia ? Oui, ça aussi c'est très important. Alors revenons à la source. Je te disais que Excelia Business School a une trajectoire stratégique qui s'appelle Business Education for Our Futures. Pourquoi trajectoire et pas stratégie ? Parce qu'on considère qu'on est dans une époque suffisamment turbulente, suffisamment évolutive pour ne pas figer des stratégies dans le marbre sur 5 ans et d'évoluer avec. Chaque année, donc, on fait un réajustement de nos trajectoires stratégiques. Celle de l'établissement qui porte Excelia Business School s'appelle Intelligences for Our Futures. Donc, c'est Excelia dans son ensemble. Et tout à l'heure, on a abordé la dimension multiterritoriale, qui est vraiment au cœur de ce que Excelia fait depuis un certain nombre d'années et donc de ce que fait Excelia Business School. Il y a la dimension plurithématique, pluridisciplinaire. Elle n'est pas nouvelle. On voit bien un peu partout entendre parler d'écoles qui souhaitent toucher des champs disciplinaires un peu nouveaux, etc. Là aussi, on a été pionnier. L'école de tourisme, Hotel et Tourism School, elle a plus de 22 ans. C'est une des rares écoles en France qui est aussi visée. Donc, quand on dit tourisme, ça veut dire que c'est un domaine applicatif. Mais elle est visée, ça veut dire qu'elle est reconnue en tant que telle. Elle fait partie des rares écoles qui sont accréditées TITQUAL au niveau international. C'est une accréditation sous l'obédience de l'ONU. Bon, donc ça fait 23 ans ou 24 ans que nous sommes déjà un établissement pluridisciplinaire. Nous l'avons aiguisé encore par 2 aspects. Un, nous avons créé, il y a 6 ans, une école de communication. Donc, notre école de tourisme est dirigée par Richard Gignoux. Notre école de communication est dirigée par Emmanuel Carré. L'un étant spécialiste des métiers de l'hôtellerie et du tourisme, l'autre étant un spécialiste des questions de communication, étant lui-même un prof de communication. Donc ça, nous avons créé, donc ça fait 3 écoles. Et nous avons aussi
un institut sur les questions évidemment de compétences internationales qui notamment héberge des labellisations, FLE, une capacité à former évidemment aux langues et à l'international. Et nous avons à travers notre stratégie d'hybridation, dont je te rappelle, tu l'as peut-être vu, qu'elle a pour ambition, notamment pour les étudiants de la Business School, je souhaite qu'un étudiant sur 10 ait un parcours bithématique sciences de l'ingénieur et sciences du management. Donc ça veut dire qu'on a aussi cette composante à travers les accords avec les frais, les accords avec le PF, les accords avec Avocity, les accords avec l'EXI, les accords avec le CESI, les accords également avec Isart Digital, eh bien une capacité aussi à former des gens sur cette thématique beaucoup plus sérieusement que si je ne l'avais fait tout seul. Donc pourquoi c'est important ? Parce qu'on veut être un groupe pluridisciplinaire et multiterritorial à la fois, nous permettant effectivement d'offrir à nos étudiants une large variété effectivement de domaines d'études et de lieux d'études. Concernant Excelia Business School, quelle place prend aujourd'hui l'alternance dans les différents programmes ? Alors l'alternance prend une part importante plutôt au niveau master, donc sur la dimension un peu professionnalisante et l'esprit du modèle grande école, moins en pré-master. Ça n'existe pas en pré-master du programme Grande École. Ça existe marginalement en bachelor business en dernière année sur certaines spécialisations pour des raisons de coopération qu'on a notamment avec des entreprises du secteur bancaire. Voilà. En master, en revanche, effectivement, on a presque la moitié, un peu moins de la moitié, effectivement, de nos étudiants qui peuvent choisir effectivement ce format en apprentissage, qui n'est pas toujours adapté à tous les étudiants, mais qui a fait ses preuves, parce qu'aujourd'hui, c'est une pédagogie aussi qu'on maîtrise. Donc, c'est une part significative et qui a des avantages comparatifs un peu différents. Et c'est bien aussi d'éclairer, évidemment, nos auditeurs là-dessus. Parce que, évidemment, ce n'est pas qu'un mode de financement, l'alternance, c'est aussi un mode d'apprentissage. On peut avoir cet avantage-là. Maintenant, il est vrai aussi que si on veut avoir la quintessence d'un programme grande école qui vous permet structurellement de partir à l'international, qui vous permet aussi de cultiver une variété de stages et d'expériences, eh bien, le cursus qu'on appelle, nous, classique, évidemment, un cursus aussi extrêmement important. Voilà, donc ce sont deux modèles différents, mais effectivement complémentaires. Comment développer la puissance du réseau Alumni au sein d'Excelia ? Comment réussir à cultiver justement les relations avec les anciens diplômés d'Excelia ? Alors moi, j'ai coutume de dire qu'il y a 3 niveaux d'action, parce que ce sont toujours des problématiques qui sont jamais simples. D'abord, il faut travailler l'affectio societatis de l'alumni individuellement. Un alumni doit revenir sur son école, chez son école ou dans son école, avec facilité, avec fluidité, avec envie, quand bien même elle a changé. Moi, je te parlais tout à l'heure d'une école qui m'inspirait beaucoup parce que j'y ai fait beaucoup de choses. J'y retourne évidemment avec grand plaisir. Elle n'est pas la même que celle que j'ai connue moi, évidemment, et tant mieux. Mais elle a le même nom. Voilà. Alors, mais on a tendance à vouloir retrouver un peu, parce que c'est humain, on veut un peu retrouver l'esprit de sa jeunesse. Mais ce n'est pas exactement ça. Donc ça, c'est la première chose. L'alumni individuel doit se sentir naturellement chez lui et il doit avoir un appel de la maison. Ça, c'est très important et il faut pouvoir le faire. Ensuite, il y a un travail avec structurellement l'association des alumni qui elle-même anime ce réseau, maintient effectivement ces liens extrêmement forts et crée le contexte pour effectivement porter ensemble un certain nombre de choses. Et ça, c'est un levier d'action qui est un petit peu différent et qui est complémentaire. Le troisième levier, à mon sens, c'est qu'il faut avoir des projets communs. C'est-à-dire que l'association des alumni, l'école en tant que telle, les étudiants en cours doivent aussi pouvoir inscrire et conjuguer leurs actions sur des sujets d'obédience intergénérationnelle. Ça peut être des sujets liés justement à la transition écologique, ça peut être des sujets liés à l'impact, ça peut être des sujets liés au mentoring, etc. Il faut avoir quelques leviers et moi j'insiste beaucoup qu'on dessine comme ça ces projets. Parce que, la promesse de faire lien ensemble n'est pas en soi projet. C'est le même raisonnement que ce qu'on a dit sur les accréditeurs. Il faut que ça serve à quelque chose. Et le troisième levier, enfin le dernier, le quatrième sur lequel il me semble intéressant d'agir, moi sur lequel j'essaye d'agir, c'est que je veux me donner la charge, moi en tant que directeur d'école, de former un diplômé, c'est vrai, mais déjà de former un alumni. C'est-à-dire de faire en sorte qu'à la fin, un étudiant soit propice à rentrer en résonance avec son réseau des alumni. Alors que,
et j'insiste beaucoup là-dessus, tout le porte un petit peu à l'inverse au début, parce qu'il n'en voit pas toujours l'intérêt, qu'il est plutôt préoccupé de là où il va trouver son premier job, et si c'est de l'autre côté du monde, comment il va s'organiser, comment il va manager sa nouvelle ou son nouveau fiancé par rapport aux exigences. Donc on est plutôt, j'allais dire, sur des considérations. Et dans le même temps, il faut lui semer cette envie du long terme et cette envie du réseau. Et l'envie du réseau, c'est pas simplement l'opportunité de se dire « Ah ben je vais contacter quelqu'un ». Bien sûr que quand on a grandi avec des étudiants ensemble, on a des liens faciles et on a le contact facile. Bien sûr que quand on appartient au même réseau, on peut appeler quelqu'un qui est diplômé 10 ans avant vous. C'est quand même super utile et avec une facilité d'entrer en contact. Mais surtout, ce sur quoi j'insiste beaucoup, c'est que c'est un formidable levier de formation continue. C'est-à-dire que si je suis dans un réseau, je peux, en allant à des réunions, en allant à des meetings, quand bien même à l'instant T, je n'ai pas forcément besoin de changer de job. Mais je vais savoir ce qui va se passer dans des secteurs connexes. Je vais savoir comment l'IA percute un certain nombre de métiers ou au contraire ne percute pas d'autres. Je vais avoir accès à un certain nombre de pratiques qui sont incroyables. Il y a un collègue qui va me dire moi j'ai préféré aller en Asie parce que là que ça se passe, et l'autre va me dire écoute, en ce moment si tu veux vraiment avoir la quintessence de tel truc, va plutôt en France, tu verras à Montpellier, il y a une super start-up qui bosse sur le sujet, pas la peine d'aller de l'autre. Donc c'est un formidable levier d'apprentissage en continu et de développement de la culture professionnelle, des métiers et de leur transformation. Exactement ce que je t'ai dit que je mettais dans ma trajectoire stratégique. Magnifique. On a demandé à des étudiants d'Excelia de nous poser des questions. On a Alicia qui est actuellement en stage chez Airbus qui nous a posé une question pour toi, Tamim. Je vais te partager la tablette pour que tu puisses directement visionner la vidéo. Je te laisse appuyer sur Play et visionner directement la vidéo. Je t'en prie. Bonjour Monsieur Abdesemed, je suis Alicia Villan, étudiante en M1 du PGE d'Excelia et j'ai une question pour vous. Quels sont les principaux débouchés des diplômés d'Excelia ? Merci. Bon, c'est très bien, ça m'a permis de la revoir. Oui, alors là, on va retrouver les placements classiques de nos étudiants, évidemment, dans les métiers, évidemment, du marketing, du commercial, de la banque, de l'assurance, beaucoup dans la transformation digitale, et avec un placement, effectivement, qui est... on n'a pas de secteur de prédilection, c'est-à-dire que les étudiants vont effectivement irriguer tout type d'entreprise. Donc on retrouve un placement d'abord qui est d'excellente qualité, parce que grosso modo, près de 90% de nos étudiants sont en job vraiment dans les 6 mois qui suivent la formation. Et puis moi j'ai aussi la faiblesse de cultiver aussi un modèle dans lequel on dope les étudiants pour leur donner aussi une certaine ambition aussi, parce qu'ils ont des compétences. Et que je le dis toujours, l'éducation, c'est un privilège et ça vous oblige. Moi, je suis assez contre le modèle « j'ai réussi, je suis diplômé ». Non, j'ai eu la chance d'étudier. J'ai eu la chance d'être accompagné pour arriver jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'en fais ? Donc, moi, je suis assez adepte aussi de ce que j'appelle l'orientation choisie, c'est-à-dire à un moment ou à un autre que les étudiants ne se copient pas dans leur choix effectivement de job, mais s'inspirent les uns les autres et puis chacun trace effectivement sa voie en fonction effectivement de ses intérêts, de ses aspirations et puis aussi des capacités que les uns ont plus dans certains secteurs que d'autres. Et comment former à des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui ? Honnêtement, sans vouloir être pédant, c'est le dilemme de l'éducation depuis des siècles. Enfin, quand on forme effectivement pour la vie. Bon, le meilleur moyen de le faire, effectivement, c'est d'inscrire chez nos diplômés la capacité structurellement à apprendre. Pas facile, parce qu'on est plus, surtout nous en France, plutôt dans un référentiel. J'ai appris, je suis diplômé, je sais. Non, j'ai appris, je suis diplômé, je sais développer des compétences. En réalité, c'est ça, effectivement, le modèle. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on aiguise, effectivement, ces facultés à faire en sorte que, je le dis souvent, moi, dans les cérémonies de remise des diplômes, je dis toujours à mes étudiants, aujourd'hui, je vous passe le flambeau. Vous allez devenir vos propres professeurs. Ça veut dire que les étudiants doivent être capables de faire ce qu'on a fait pour eux, d'identifier les zones où ils ont des compétences, les zones où il leur en manque, les zones où il faut continuer à investir, pour un moment ou un autre, se doter de la capacité durable d'apprendre. C'est-à-dire que mon objectif, c'est qu'à partir du moment où un étudiant est diplômé, il soit capable de devenir aussi un autodidacte de ses apprentissages additionnels tout au long de la vie. Et ça,
C'est pour ça que ça nous renvoie à la discussion qu'on a eue au départ sur les accréditations, sur la qualité. C'est l'ossature académique des formations, c'est la méthodologie, c'est la manière dont les connaissances ont été fabriquées, c'est la manière dont les connaissances ont été discutées. Et ça, c'est essentiel, cette architecture. Et c'est pour ça que nous, institutions académiques, membres de la conférence des grandes écoles, ayant ces lettres de noblesse académiques, nous pouvons exercer ce travail continu pour que demain, les étudiants soient capables de l'exercer tout au long de leur vie face à leur situation professionnelle. Et c'est essentiel parce que aujourd'hui, encore une fois, on a un trompe-l'œil. On croit que la connaissance est accessible. L'information est accessible. La connaissance, pas toujours. Et c'est notre métier, à la fois la fabrication de la connaissance, sa diffusion et son impact. Hyper intéressant, merci Tamim. Complétez la suite avec Tamim Abdesemed, DG d'Excelia Business School. C'est parti. Excelia en 2030, c'est... Eh bien, c'est une école vraiment de reconnaissance internationale forte sur ces 3 ou ces 4 campus et capable effectivement de mettre entre guillemets sur le marché les compétences qui feront que sur la deuxième partie du 21e siècle, eh bien, nos entreprises seront plus innovantes, plus impactantes, plus responsables et, j'allais dire, contribueront effectivement aux enjeux de notre société. La transformation engagée par Excelia va permettre à l'école de... Eh bien, de continuer à la fois sa progression, mais en même temps sans renier de son tempérament audacieux. La plus grande fierté aujourd'hui au sein d'Excelia, c'est... Ma plus grande fierté, c'est effectivement que nous ayons cette physionomie multicampus qui nous permet d'avoir cette assise nationale et qui font effectivement que sur un certain nombre de sujets aujourd'hui, à l'international, on est cité comme une école effectivement non seulement audacieuse, mais assez percutante dans ses initiatives. Un diplômé d'Excelia Business School fait la différence aujourd'hui grâce à... Alors, je crois qu'il y a 2 choses ou 3 choses qui le caractérisent. Un diplômé d'Excelia Business School, il est, il a les pieds sur terre. C'est-à-dire que ce n'est pas un méga consultant ou un méga donneur de leçons, c'est un faiseur. Le management, c'est l'art à un moment de faire. On est aujourd'hui dans une crise majeure de notre Europe. C'est comment réindustrialiser, remettre effectivement de la production. Donc ça n'est pas juste un métier de mots, le management, c'est un métier d'action. Donc moi, mes diplômés, ils ont les pieds sur terre. Et Humacité leur a donné les pieds sur terre, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire dans la planète. La deuxième chose, ils ont un profil d'agilité assez fort parce qu'ils sont portés par les caractéristiques d'agilité de leur propre école qui se transforment au fur et à mesure. Voilà. Donc ils sont, on va dire, suradaptables et c'est très important. Et puis la dernière chose, je dirais qu'ils sont vraiment, structurellement imprégnés de leurs compétences managériales et de leur portée sociétale. Voilà. C'est-à-dire qu'ils imbriquent à la source les deux. C'est très important d'impliquer à la source parce que si tu te dis je suis un humanitaire et puis je mettrai de l'entreprise après, ça marche rarement. Je suis un entrepreneur, je fais, etc. Puis il y a des questions sociétales, etc. Ça marche jamais d'avoir une espèce de dérivée seconde pour aller s'occuper. Si on ne les imbrique pas au départ, on ne peut pas fabriquer ce nouveau type de performance auquel on aspire tous. Très clair, merci beaucoup Tamim. Ultime question pour conclure notre échange. Je t'invite à regarder directement la caméra ici, à bien mettre ta bouche par rapport au micro pour qu'on t'entende. Et l'idée, c'est de donner le mot de la fin pour les étudiants, les candidats, les parents qui nous regardent, les professeurs également, Tamim. Je crois que vous aurez compris à travers les différents échanges, je remercie Dorian d'avoir suscité en moi ces différentes réponses, eh bien que Excelia Business School, sur la base d'un certain nombre de caractéristiques, à la fois structurelles, pédagogiques, académiques, mais surtout humaines, invite ses participants à un véritable voyage pédagogique. Ce voyage pédagogique va nous permettre, à travers un certain nombre de boussoles, dont nous avons, nous, les clés, parce que c'est notre métier, eh bien de vous accompagner dans le développement à la fois de votre personnalité, de votre sensibilité et de vos intelligences. Une intelligence qui va être une intelligence humaine, votre intelligence propre, votre patte, une intelligence sociale, c'est-à-dire la capacité à travailler avec les autres, une intelligence bien sûr managériale, parce qu'on part de sujets qu'il faut maîtriser aussi techniquement, et puis une intelligence prospective, c'est-à-dire cette capacité demain à vous réinventer tout au long, évidemment, de votre parcours à l'école, mais également de votre parcours professionnel.
Merci infiniment Tamim pour la qualité de tes réponses et pour cet échange. Merci à toutes et à tous qui nous ont regardés jusqu'à présent. N'hésitez pas à donner votre avis directement en commentaire, à liker si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner également et à visionner les autres épisodes de Big Boss École. C'était Dorian de Pleine Grandes Écoles et je vous dis à très bientôt.